indépendance, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons besoin d'uranium enrichi, il vaut mieux que nous le fassions nous-mêmes. Et mieux encore, il vaut mieux que nous le fassions en coopération et que nous puissions le vendre. Mais depuis quelques semaines, la situation d'un des actionnaires d'Eurodif a changé. L'Iran est devenu une république islamique. Alors, quid de l'Iran ? Il n'y a pas de modification dans la position des Iraniens actuellement. Vous savez qu'ils sont actionnaires indirects, financeurs et clients possibles de l'usine. Pour l'instant, il n'y a pas de modification. Ils ont apporté leur financement il y a déjà 2 ans. Pour l'instant, ils sont dans la position d'actionnaires et nous verrons normalement s'ils sont clients ou pas. Normalement, ils doivent être clients. Si le ministre de l'Industrie paraît gêné par la question, c'est qu'il doit rester prudent. L'ayatollah Khomeini a pris en main l'histoire de son pays et la France ne sait pas encore à quoi s'attendre. Et c'est à ce moment de l'histoire que Georges Best se retrouve malgré lui au cœur d'un conflit qui le dépasse et qui commence par une révolution. Après 15 ans d'exil, l'ayatollah Khomeini est de retour à Téhéran. Ils sont 2 millions d'Iraniens à l'accueillir. Khomeini prend la place du Shah et annonce la première république islamique de l'histoire, sous l'œil bienveillant des Occidentaux. Il ne lui demande qu'une chose, abandonner le projet nucléaire du Shah. Donc, Khomeini s'installe au pouvoir. La France et les États-Unis lui disent « Coco, maintenant, tu arrêtes le programme nucléaire ». Et Khomeini dit « Ah non, il n'en est pas question. Je continue. Je souhaite que l'Iran exerce ses droits pleinement, ses droits d'actionnaire d'Eurodif ». La France dit non. Les Iraniens disent « si ». Les Français disent « non », soutenus par les États-Unis. Il commence à y avoir des frictions. Et dès le départ, les ayatollahs disent clairement « Nous, notre but, c'est de construire la bombe atomique ». Le gouvernement français décide alors de tout geler. Plus question de leur donner accès à l'uranium, de leur verser des dividendes, ni de rembourser leurs prêts. La France a cessé les remboursements du prêt d'1 milliard de dollars et elle l'a fait dans les règles en versant ces fonds sur un compte bloqué. Parce que la France et l'Iran sont allés devant des tribunaux internationaux qui n'ont pas arbitré. Ils étaient bien embarrassés parce que s'ils avaient dû arbitrer, ils auraient été obligés d'arbitrer en faveur de l'Iran parce que malheureusement l'Iran est dans son droit depuis le début. C'est bien embêtant, mais c'est comme ça. Il n'y a aucun règlement qui débute, enfin de négociation qui débute. Pour quelle raison? Il n'y a aucun règlement parce que l'histoire avance vite dans ces années-là. Parce que à la présidence de la République est élu un nouveau président, qui est François Mitterrand. Il est radicalement opposé à ce régime. Et quand l'Irak déclare la guerre à l'Iran, la France se range du côté de Saddam Hussein contre les ayatollahs. Ça m'allait très loin, hein, tout le monde le sait aujourd'hui, mais à l'époque, rien n'était trop beau, rien n'était trop cher pour les armées irakiennes. L'Amérique était derrière Saddam Hussein, la France était derrière Saddam Hussein. Ça, ils oublient. Mais les Iraniens n'oublient pas ça. Nous avons perdu 700 000 personnes dans une guerre inutile, ridicule, par un dictateur que l'Occident a admis après que c'est un dictateur. Ben, vous savez, ça ne s'oublie pas. Les pays occidentaux vont payer ça, je vous dis. Un jour, ils vont payer ça. L'histoire s'accélère, les Iraniens veulent leur vengeance, la France les a trahis. « 17 blessés au moins et peut-être 2 morts après les explosions qui ont eu lieu tout à l'heure aux Galeries Lafayette. » La France paie au prix fort ses choix politiques. À Paris, 13 bombes explosent. À Beyrouth, c'est un camion piégé contre les parachutistes français. En tout, près de 75 morts, 300 blessés. Les Français découvrent le terrorisme et les prises d'otages. Les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine. 495 jours que sont détenus Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa, Jean-Louis Normandin et aussi Camille Sontag. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Et on va avoir l'affaire des otages français au Liban, pendant laquelle les pouvoirs publics vont enfumer le public
vont enfumer leurs concitoyens en racontant on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi des Français ont été pris en otage, alors que ces prises d'otages font l'objet de revendications qui sont extrêmement précises et qui concernent notamment le règlement du contentieux Eurodif. Il s'agit, à travers ces enlèvements et les conditions posées, d'exercer un chantage sur la politique de notre pays au Moyen-Orient, sur l'action du président de la République et sur celle du gouvernement. Les ravisseurs doivent savoir que nous n'y céderons pas. Je crois que le terrorisme est un fléau mondial. Je crois que tous les pays sont menacés, mais que malheureusement la France figure désormais parmi les cibles favorites. Un des hommes clés de ce dossier iranien pendant plus d'une décennie, c'est Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères. Et chaque fois qu'il y avait un enlèvement d'un Français, je savais par les renseignements qu'on avait, par les Allemands qui m'ont renseigné, par les enquêtes que l'on faisait discrètement, que les deux revendications étaient sur les otages. Le changement de la politique de la France à l'égard de l'Iran vis-à-vis de l'Irak, et deuxièmement, le remboursement du milliard de dollars d'Eurodif. Et à partir de 1985, cette pression terroriste pousse Roland Dumas à ouvrir des négociations, mais sans résultat. Elles n'ont pas abouti tout de suite parce que moi j'avais des instructions de faire durer la négociation et d'être aussi dur que nous pouvions dans une position difficile puisqu'on était débiteur, donc c'était difficile. On ne pouvait pas espérer garder le milliard, mais on pouvait espérer gagner du temps, réduire les intérêts et améliorer notre situation. Mais pourquoi gagner du temps ? Parce que ça facilitait la trésorerie française. Est-ce qu'il y avait aussi la volonté de ne pas donner de l'uranium enrichi à l'Iran à ce moment-là? Non, mais à ce moment-là, ils ne réclamaient pas de l'uranium, ils réclamaient les capitaux. Il faut savoir décrypter le langage diplomatique. Les officiels français dénucléarisent les revendications terroristes en disant aux journalistes, le contentieux Eurodif, oui, c'est le prêt. Les Iraniens nous demandent de rembourser le prêt. Mais non, les Iraniens, accessoirement, demandent le remboursement du prêt, puisque c'est de l'argent qui a été prêté et qui effectivement est dû. Mais la France doit aussi tenir ses engagements, en l'occurrence la fourniture des 15% de l'uranium produit à Eurodif depuis sa mise en service au début des années 80. Donc ça en fait quelques kilos. La France va-t-elle céder aux Iraniens ? Les actions terroristes vont se multiplier jusqu'à l'assassinat de Georges Besse. Pour le Quai d'Orsay, le marché est simple. De l'uranium et de l'argent contre nos otages. Le feuilleton des négociations reprend par à coup. Nous sommes passés assez près d'une solution. Il y a quelques semaines, et puis les revendications des ravisseurs se sont de nouveau transformées. En fait, ce que ne dit pas Roland Dumas ce jour-là, c'est que l'opposition joue la surenchère sur ce dossier contre le gouvernement socialiste. Et tout ça en pleine campagne électorale. L'équipe qui était là, qui est venue après nous, conduite par M. Chirac et M. Pasqua, ont joué un double jeu dans cette histoire parce qu'ils voulaient avoir le bénéfice pour les élections en France du retour des otages dans notre pays. Alors, je crois qu'ils ont... Moi, j'ai un télégramme, j'ai envoyé un expert là-bas qui était M. Rouleau, qui était ambassadeur à Tunis et qui connaissait bien l'Iran. Et il y a un télégramme aux archives du Quai d'Orsay dans lequel il m'a dit « Lorsque nous offrons 100, nos adversaires offrent 1000. » Nos adversaires, c'était ceux qui voulaient le pouvoir. Et nous avons été évidemment très affolés parce que moi, j'avais la maîtrise un peu des négociations officielles, mais on avait une surenchère du côté de notre opposition. Déclaration explosive d'Hachemi Rafsanjani, selon lui, avant le 16 mars 1986. L'opposition avait fait parvenir en Iran le message suivant: attendez que nous soyons au pouvoir pour régler ensemble certains problèmes, notamment celui du Liban, et nous normaliserons les relations franco-iraniennes. Réponse de Jacques Chirac à l'époque. Je voudrais dire d'une part que j'apporte bien entendu le démenti le plus catégorique, le plus formel à de telles insinuations et que je mets quiconque au défi
d'apporter le moindre début d'ombre de preuve. Parce que c'est absurde, naturellement. Absurde. Malheureusement, pour les otages français, ils ont bien joué le jeu. Les Iraniens aussi. Ils ont attendu. La droite remporte les élections et dans la cour de Matignon, Jacques Chirac raccompagne Laurent Fabius à sa voiture. Le nouveau Premier ministre doit maintenant tenir ses promesses. Mais qu'a-t-il promis exactement aux Iraniens? Début de réponse un mois plus tard, avec la première visite d'un diplomate iranien depuis la révolution islamique. France, Iran, ça va mieux. Des Iraniens satisfaits, Jacques Chirac rouvre le dossier Eurodif et il a même promis d'expulser de France le principal opposant aux ayatollahs, malgré quelques réticences. La France n'a pas pour habitude, ou ne devrait pas, en tous les cas, prendre l'habitude d'expulser des réfugiés politiques dans leur pays d'origine. Cela va de soi. Il n'en reste pas moins que la France, terre d'asile, comme chacun sait, se doit de faire respecter la neutralité qui s'impose à ceux auxquels elle donne asile dans le domaine des relations internationales. L'expulsion a lieu le 7 juin au petit matin à Auvers-sur-Oise. Un escadron de CRS vient demander à Massoud Rajavi de quitter volontairement le territoire français. Deux jets qui se croisent presque sur la piste d'Orly, celui de l'opposant iranien et celui des deux otages français, Philippe Rochaud et Georges Hansen, enfin libres. Puis plus rien. Sur le dossier Eurodif, les Iraniens ne voient rien venir des promesses de Jacques Chirac. 3 mois plus tard, à nouveau des bombes explosent dans Paris. Du pub Renault à la rue de Rennes. 9 morts et 56 blessés. La pression terroriste monte. Alors, les négociations reprennent. Discrètement, dans les coulisses des Nations Unies, le ministre français des Affaires étrangères rencontre la délégation iranienne. Le feuilleton Eurodif reprend. 1 mois plus tard, la France promet de rembourser à l'Iran un premier acompte, 330 millions de dollars. Paris et Téhéran sortent du bourbier Eurodif. Le 17 novembre 1986, le chargé d'affaires iranien passe les grilles du Quai d'Orsay. Il vient pour donner l'accord de l'Iran. Téhéran accepte ce premier remboursement. Mais rien par contre sur l'uranium enrichi auquel les Iraniens tiennent tant. Il est 19h25. 20 minutes plus tard, boulevard Edgar Quinet. Comme chaque soir, Georges Besse se fait déposer par son chauffeur. Il ne lui reste qu'à traverser la rue pour rentrer chez lui. Mais ce soir-là, 2 femmes l'attendent. À 19h55, Georges Besse est abattu de 3 balles à bout portant. Le fondateur d'Eurodif vient d'être assassiné le jour où la France va commencer à rembourser sa dette. Georges Besse est le second représentant de l'État assassiné par action directe. 1 an après le général Audran, le patron des ventes d'armes de la France. S'agit-il seulement d'une suite de coïncidences tragiques? On ne peut pas dissocier l'assassinat de Georges Besse de celui de l'ingénieur général Audran. Mais ce n'est pas du tout un hasard si les deux sont assassinés et assassinés par action directe. Alors, action directe n'a pas de raison particulière d'assassiner précisément ces 2 personnages. Les deux assassinats ont clairement été commandités. Par qui? Par l'Iran. Ça, c'est tout à fait clair. Il n'existe aucune preuve matérielle de ce contrat. À l'époque, ces terroristes d'extrême gauche, comme Action Directe, sont anti-impérialistes, anti-occidentaux. Ils peuvent donc être utiles pour les pays du bloc de l'Est ou certains États du Moyen-Orient. C'est une constante que les services, l'un des objectifs des services de renseignement, quand ils sont